Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un véritable laboratoire où l'on dissèque, analyse et où parfois on se bidonne devant le genre roi du cinoche français. Mais parfois, je vais vous dire franchement, je casse un peu les habitudes, j'en ai ras-le-bol des comédies. Désolé, mais faut que ça sorte. Ce coup-ci, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On s'est enfariné, une nouvelle comédie et là on est un peu dépité. Aujourd'hui on n'a pas baissé les bras devant À bras ouverts de Philippe de Chauvron avec Christian Clavier, Elsa Zimmerstein et Harry Habitant. Et avec moi autour de la table mes courageux justiciers du quotidien, Hugo Alexandre. Bonjour Daniel. Et Vincent Manilève. Bonjour Daniel. La France ne peut plus accueillir toute la misère du monde. La France que j'aime, c'est la France qui partage, qui accueille à bras ouverts. C'est d'ailleurs le titre de mon dernier livre. Arrêtez l'enfumage. Pourquoi vous ne donnez pas l'exemple ? Prenez-en chez vous. Écoutez, c'est très simple. Si une famille de Rome est dans le besoin, elle est la bienvenue chez moi. 2 allées des Roses, à Marne-la-Coquette. Hello, bras ouverts. Merci d'accueillir-nous. Merci. Vas-y, ouvre. Des Roms. Des Roms. Mais des Roms Roms. Bah oui, pas des Roms. Ah ouais, quand même. Bienvenue chez Bobby. C'est un beau romance. Qu'est-ce qu'il faut ? Rien, ça cache, je pense. Ouais, je vous ai vu un peu dépité là, en train de vous souvenir de tout ce que vous avez vu. Je me suis coincé les yeux à force d'exaspération. Voilà, on n'a pas aimé et on va développer pourquoi. Bon, le problème c'est pas Christian Clavier, le problème c'est un peu le personnage qu'il est devenu quoi. C'est que tu sais plus s'il est sérieux ou pas, tu sais plus s'il le vit, parce que il me faisait encore rigoler c'est rigoler beaucoup dire. Dans qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, il y avait un truc de il s'égo-tripe en espèce de Gaulle. À un moment il chante la Marseillaise, il se lève et tu sens qu'il croit en son personnage, mais en même temps il est pas dupe de la stupidité de la situation. Là je sais pas ce qui lui prend, je sais pas où il va. Cette espèce de évidemment cette parodie de BHL tendance film que l'on tienne. Et là, il s'engouffre dans un truc, et je crois que c'est pire, c'est parce que je crois qu'ils croient en leur histoire. Alors, qui veut commencer avec ça? Moi, je veux bien. Vas-y, effectivement, je rebondis sur ce que tu dis. Je trouve que le gros problème du film, c'est que aucun ne croit à leur personnage. Et alors que, moi, j'étais plutôt assez client de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Je trouvais que ça fonctionnait pas mal, l'attelage Clavier et Lobby qui représentait un peu l'ancienne comédie, et ça fonctionnait pas mal parce qu'ils avaient 2 rôles un peu antagonistes, avec des stand-upistes qui faisaient des punchlines à l'américaine comme Harry Habitant, etc. Et là, dans ce film-là, déjà, Harry Habitant est pas du tout dans le même créneau. Là, il fait un rôle de composition, mais et je pense qu'il est pas du tout fait pour ça. On va y revenir, mais on va dire qu'il est suicidaire. Exactement. Ce niveau de créativité. Et c'est pareil pour Clavier et Elsa Zilberstein. On sent qu'ils aiment pas du tout leur personnage et qu'ils y croient pas du tout. Et moi, j'avais été étonné par le dernier rôle de Elsa Zilberstein dans Les Têtes de l'Emploi. Je trouvais qu'il était très très drôle parce que justement, il y avait quelque chose de vrai dans son interprétation. Et là, c'est vraiment un cliché. C'est même pas Ariel. Ce serait marrant si c'était une caricature d'Ariel Dombal, mais il y a même pas ça, quoi. Non, je crois qu'elle essaye de faire Valérie Lemercier il y a 10 ans, en fait. C'est ça. Mais même style, si elle arrivait à faire Valérie Lemercier d'il y a 10 ans, ce serait super. Pourtant, quand elle saute dynamite à la fin et que tout d'un coup elle devient entre guillemets ce qu'elle appelle une chaudasse, ça devient presque. Il y a presque un angle, il y a presque une recherche, mais le problème, on va le voir, c'est pas uniquement son personnage, c'est aussi arrivé. Toi, je t'ai vu hausser les yeux. Alors, à quel moment tu t'es déconnecté du film, Vincent? Je me suis déconnecté assez vite. C'était donc sur la scène d'introduction qu'on a un peu entendue dans la bande-annonce où Christian Clavier est poussé à inviter des Roms chez lui. Et la coquette. Voilà, c'est ça. Et c'est un débat complètement surréaliste où il est opposé à un personnage qu'on devine d'extrême droite. Et ça part très vite. Et puis à un moment, et comme tu l'as dit, il a une inspiration un peu très Finkielkraut parce qu'à un moment il crie, il hurle plusieurs fois, taisez-vous. Et à ce moment-là, j'ai complètement déconnecté du film et je me suis dit que j'ai pris
pris le personnage de Christian Clavier comme quelqu'un, voilà, comme Finkielkraut en fait, et je me suis dit que ça collait presque plus que l'image de Bobo, un télo de gauche qui voulait se donner, et je me suis presque dit en fait que c'était le personnage de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui s'était infiltré dans le film et qui voulait voir à quel point il pouvait pousser la caricature de ce personnage-là, et ça marche absolument à aucun moment en fait. Et, donc alors, c'est assez gênant. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Je trouve que c'est paradoxal. Je trouve que justement la parodie de gauche bourge, mais c'est vraiment tellement ce qu'on imagine, enfin c'est vraiment, on l'attend quoi. C'est presque une évidence qu'il va faire ça et il va la faire de cette manière. Quand t'entends les gens qui font les bobos gauchias ou tout ce genre de gens qui posent des commentaires là-dessus, tu dois en connaître quelques-uns sur internet. J'en vois passer de temps en temps. Voilà, tu t'imagines que c'est ça qui s'imagine être l'incarnation de la gauche bourgeoise. Non mais c'est ça le vrai problème en fait, c'est que on sait pas qui est ce personnage, on le reconnaît pas. Alors effectivement, il y a un peu de Finkielkraut, il y a un peu de BHL, mais en fait, on peut pas imaginer que ce personnage existe. Enfin, il est vraiment trop outré pour que il ressemble à quelqu'un qui soit familier. Donc du coup, on peut pas comprendre le film. Enfin, on peut pas comprendre ce qu'ils essaient de faire, et on peut pas rire de quelque chose qui n'existe pas, quoi. Donc c'est tellement outré que c'est pas drôle du tout. À chaque fois qu'il a une inspiration un petit peu lyrique, bien pensante, etc., on sent que derrière, ça nous étonnerait pas en fait qu'il rigole à sa propre phrase en fait, on sent qu'il se moque complètement de lui-même et de ses propres délires. D'espèces de petites punchlines, voilà, entre guillemets gauchistes, où on comprend qu'il faut se marrer parce que c'est un espèce de cliché, mais ouais, ils sont tellement contents de les faire que ils essaient de faire un peu sent, les guignols de l'info de droite, un peu. C'est assez rigolo ça, comme positionnement. Et je vais vous dire ma scène préférée, c'est celle où Christian Clavier, donc on va spoiler un petit peu dans le film. Le fils de Christian Clavier finalement commence à sortir avec la fille du Rhum qui habite chez lui. Et c'est un gros interdit, donc ils font ça, ils couchent ensemble dans leur chambre. Et là, Christian Clavier, il entend le couple en train de forniquer. Et il rentre dans la chambre au moment où son fils est en train de baiser avec sa dulcinée. Et là, il a un moment tellement Christian Clavier, tellement enchanteur. Il se pose sur le lit alors que son fils est encore en plein coït. Et le mec, il fait mais papa. Et là, Christian Clavier, il fait mais moi, de ton âge, j'étais comme toi, et il commence à lui faire genre une espèce de connivence patriarcale du genre moi aussi je ken comme toi mon fils. C'est grotesque et en même temps c'est presque ça le Christian Clavier que j'aurais voulu voir, un truc un mec qui jubile un peu. C'est un personnage qu'on peut imaginer quoi, le père qui est fier de son fils, qui est en train de pécho de manière caricaturale, c'est-à-dire dans une situation où ça s'y prête pas forcément, et c'est ça l'humour quoi, c'est reconnaître des situations de la vie réelle dans quelque chose de fictionnel, et c'est l'un des seuls moments où même si l'idée est drôle, mais la mise en œuvre est pas. Ça arrête vite. J'essaie de pas vous survendre le film. C'est ma seule scène. C'est la seule scène. Mais voilà, c'est ce genre de scène qu'on aimerait voir. Si on aimerait reconnaître la réalité. En plus, c'est vraiment ce qu'essaie de faire le film. Et c'est là où c'est totalement raté, quoi. On a parlé de Clavier. On a parlé de Elsa, la pauvre Elsa Zimmerstein qui enchaîne les trucs là. Mais il faut dire quelque chose sur Harry Habitant. Qu'est-ce qui se passe avec Harry Habitant? Qui s'est dit que c'est une bonne idée de prendre ce mec-là, de prendre Harry Habitant pour jouer un Rome avec toute la caricature que ça implique, parce que c'est pas comme Borat, où Borat représente un pays fictionnel et une attitude, mais surtout une vision de l'extérieur sur un pays étranger. Là, il représente une culture, il représente un mouvement, et d'ailleurs, tous les autres acteurs sont des Roms, en fait. C'est ça qui est le paradoxe. Je te vois opiner, Vincent. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Alors, pour l'anecdote, je crois que c'était François Damiens qui était prévu à la base pour le rôle. Il y a eu des changements de casting parce qu'il y a eu une polémique dès qu'on a entendu le titre que ça devait être à la base s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et effectivement, le personnage donc de Babi, qui à aucun moment on a très peu d'empathie pour lui. On n'a pas envie de s'attacher à lui parce que il frappe son fils qui souffre d'une maladie mentale apparemment. Il lui dit de se taire. Il dit toujours à ses femmes de se taire, etc. Il y a une scène assez surréaliste où il veut vérifier que l'hymen de sa fille est toujours en place, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qui présentent lui et donc sa famille et donc les Roms en fait, qui alimentent une image complètement je pense sans parler du bruit et de l'odeur comme disait Chirac. Oui, voilà, parce que vraiment ils sont montrés, il y a aucun moment ils sont montrés comme des gens positifs à l'exception de
En fait, Mais à la limite, moi je trouve pas que ce soit vraiment un problème parce qu'il y a beaucoup de films où. Alors si, moi je vais te dire beaucoup, c'est un problème. Ouais, mais je trouve qu'on en a fait beaucoup sur cet aspect-là. Il y a des films où, tu regardes Atroce à des méchants, les pauvres sont dépeints de manière affreuse aussi. Enfin, c'est pas les pauvres d'ailleurs, c'est un groupe de pauvres. C'est pas les pauvres dans leur ensemble. Tu regardes Borat et c'est pareil. Enfin, je vois Alors pas non, en quoi... Borat n'est pas pareil. Hein, Alors, explique-moi pourquoi. Mais Borat est une satire, surtout qui fonctionne. Alors après, il y a aussi le simple fait, c'est le péché de pas c'est être ça drôle. le nœud de la question. Ouais. C'est pareil, South Park, ils vont très très loin, mais la simple différence, c'est qu'ils sont drôles. Et en fait, on peut se permettre de faire ça quand vraiment on est sûr de faire quelque chose de drôle. Et moi, quand la polémique a éclaté sur le simple titre, je comprenais pas parce que c'était possible de faire quelque chose de drôle. C'est Le problème, toujours c'est possible que de faire quelque le chose de résultat rigolo. n'est pas drôle. Et donc, du coup, on est malaisé. Et donc, du coup, au lieu de C'est rire, malaisant. on réfléchit à ce qu'on est en train de regarder. Et effectivement, on peut commencer à s'indigner. On va s'écouter une vanne pour se souvenir. C'est quoi cette réaction de gros bourgeois ariaque là? On a un porc dans la cuisine, on peut pas être plus ouvert que ça! Chez moi, c'est chez vous. Ce soir, nous sommes tous des Roms. Nous vouloir devenir bons Français. C'est interdit de toucher plus parce que... Hein? Quand c'est des Roms? D'autres Roms, s'il vous plaît. C'est un cauchemar. Dégage ou j'appelle police. Il s'intègre, le babique. Hein? Peut-être même un peu trop vite. Qu'est-ce que vous faites? On va refaire sécurité maison. Babik répare, Babik remplace. Alors, je suis désolé quand même. Le problème, c'est que tu représentes un mec, en plus, qui imite une culture au milieu de gens qui sont authentiquement des Roms. Et non, c'est pas sa place. Et aujourd'hui, alors je suis pas pour. Je pense qu'on peut rire de tout et de n'importe quoi pourvu que ça soit bien. Mais si t'es pas drôle, et tu te prends ton délit de blackface dans le visage. C'est parce qu'il est pas drôle que les gens lui tombent dessus. Parce que Borat, il va aussi loin en fait. Borat, c'est autre chose. C'est un Anglais qui fait une satire. Un Kazakh, quoi. Ouais, mais c'est une satire qui te montre, qui te montre le regard que porte un pays sur lui-même par rapport à un étranger qui arrive. C'est d'une finesse d'écriture et aussi d'improvisation. Les Kazakhs avaient été indignés par ce qu'ils avaient vu et ils l'avaient fait savoir. Et ils pouvaient s'indigner effectivement, mais c'était un peu légitime, mais c'était drôle. Donc il y avait la critique qui la critique c'est un peu déchiré ce film, un peu comme de la manière de Gangsterdam il y a quelques semaines. Notamment, mais il a quand même eu des soutiens de choc et parfois, tu sais, c'est le baiser de la mort parce que tu t'attends des soutiens et puis t'as une bonne critique dans le Figaro, Valeurs Actuelles qui dit c'est un peu le film on nous empêche de rire de tout. Vincent, je te vois rire, je te sens. Alors moi, je veux surtout pas bâcher les collègues. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut sur ce film pourri. Mais vas-y Vincent. Non, mais on s'était envoyé effectivement le papier du Figaro qui disait que c'était un film qui permettait de déconstruire les clichés, alors que je suis pas d'accord parce qu'au final la résolution du film ne change rien à la situation. Le mariage c'est une solution contrainte en fait, obligatoire, et Clavier au final ne veut pas de Babic comme son voisin. Par contre moi, sans revenir même sur les collègues, j'ai trouvé très intéressant les interviews, la défense du réalisateur où il expliquait, et il avait un argument, il a fait un point à Nadine Morano en 2 lignes d'interview, il disait qu'il peut pas être raciste parce que sa femme était noire et musulmane, je crois, donc si il avait été raciste, forcément elle l'aurait quitté. Mais c'est évident. Et puis même par la suite, c'est la pire défense de tous les temps. Voilà. Même. Et puis il avait des mots. Il disait on a essayé d'humaniser les Roms par rapport à ce qu'on voit dans les médias. Enfin, il y avait toujours un discours de rendre les Roms sympathiques en fait. Et je pense que là aussi c'est un problème. Et enfin toute sa défense. Et j'ai l'impression je repense à Romain Lévy quand il a essayé
de défendre Gangsterdam, mais les réalisateurs, face à des polémiques comme ça, ils s'en sortent pas très bien. C'est clair qu'ils savent pas se défendre, quoi. Ils savent pas, ils essaient de trouver un truc qui plaise aux médias, et c'est encore pire, ça remue le couteau dans la plaie. Mais moi, je regarde le film sans m'intéresser à ce qu'a voulu faire le réalisateur. Mais c'est l'autre manière, et t'as bien raison aussi. Moi, ça m'a pas spécialement indigné, parce que ça présente pas tous les Roms comme ça. Enfin, c'est une famille, et à la limite. Mais il y a quand même les cousins. À un moment, les cousins qui arrivent, et en famille, au final, ça englobe un peu. Ouais, il y a aussi à la fin, ils prennent le train. Il y a une espèce de gros. Oui, voilà, quelqu'un avec un poulet aussi dans le train. C'est une famille qui est entraînée en plus par un Marseillais qui est. Voilà. Oui, c'est genre, il est pas de chez nous et il nous a engrainé là-dedans. Ce personnage est assez intéressant. Ouais. En fait, je pense qu'ils ont pas voulu trop taper sur les Roms, donc ils se sont dit, on va mettre un faux Rom. Voilà. Donc c'est une espèce de Marseillais. Qui accumule un peu la négativité autour de cette famille, mais qui est le seul à provoquer une attirance chez Esa Zilberstein, en fait. Qui dit à un moment, je croyais que les Roms étaient poilus et trapus, ou je sais pas, et puis elle l'admire torse nu, elle fait, ah bah non, en fait, non, alors que c'est un Marseillais. Il a fait des pompes pendant le week-end. Et non, mais je pense que c'était l'idée de départ quand ils ont introduit ce personnage, c'était de se dire on va peut-être aller un peu trop loin sur les Roms, donc il faudra peut-être mieux mettre un autre personnage qui prenne un petit peu sur lui le fait d'être sale, parce que finalement il est autant que Babic. Il est encore pire qu'eux, quoi. Et non, c'est parce qu'il le devient. Il est forcé par la société, quoi. Et il est foutu en dehors de chez lui, alors qu'il y a des Roms en bas de chez lui. Et c'est ça tout le paradoxe du début, c'est que les Français on les aide pas, alors que les Roms on les aide, quoi. C'est ça un peu l'idée. Je trouve que t'extrapoles un peu quand même. Moi je pense qu'ils ont introduit ce personnage précisément pour pas trop taper sur les Roms. Et en fait ils ont raté leur coup, parce que effectivement le personnage de Harry Habitant est pas sympathique du tout, quoi. Pourquoi il est pas sympathique? Parce que lui-même ne croit pas non plus à son personnage, au même titre que Clavier au sien, quoi. Il joue la même chose que quand il jouait un Iranien dans j'ai oublié, j'ai plus le titre en tête. Tu vois, film déjà le film de le mec qui fait du stand-up, de la bande à Bref. Kéron, merci Jules. Oui. Voilà, ouais, il faisait aussi l'Iranien dedans, tu vois. Il a forcément le physique un peu passe-partout pour jouer méditerranéen. Donc non, mais c'est vrai qu'en même temps, si tu prends pas Harry Habitant, qui tu prends pour jouer Babic, quoi? Parce que c'est lui qui en tout cas, il y met autant d'énergie que dans Les Visiteurs 3, ça fait plaisir. Et Vincent, tu m'as un peu meilleur dans Les Visiteurs 3, mais légèrement. Vincent m'a rappelé aussi, pour terminer, ce personnage complètement subalterne qui est le second d'un parti d'extrême droite, et que ce film sorte en plus 2 semaines avant les élections, c'est pas complètement anodin. Et en plus un personnage qui est vraiment calqué sur le numéro 2 du FN, et en plus avec une relation homosexuelle, genre il est au placard en plus. Et le fait que je pense que ça c'est pour qu'on l'identifie à Philippot, parce qu'il y a pas vraiment d'autres mais même le nom, je crois son nom, il y a un rapport, je crois, avec la ville de Philippe, enfin je sais plus exactement. Il y avait une astuce comme ça, enfin il y avait plusieurs j'étais un peu mal à l'aise devant j'étais un peu mal à l'aise avec le entre guillemets le réalisme du personnage par rapport à la situation, quoi. Et puis surtout, ce personnage-là, au final, il a presque raison dans le film. Enfin, il dit ça va dégénérer, c'est pas possible, etc. Et au final, quand on voit cette scène assez rapide où on voit la famille de Babic voler des câbles, mendier, etc. Et créer une espèce de chaos dans l'espèce de bourgade à peu près tranquille, au final, ça donne raison au discours de ce personnage. Marne la coquette. Voilà, venez voir deux Marne la coquette. Non, ce qui est très étonnant surtout, c'est que on voit beaucoup ce personnage, et juste pour le voir réagir à ce qui se passe dans le film, et ses réactions sont jamais très drôles, en fait. Ces scènes n'ont absolument aucune utilité, et je comprends pas très bien effectivement l'utilité de ces personnages. Messieurs, combien on paye pour ce film, Vincent? Alors, j'ai découvert la dernière fois que on avait le droit de ne rien donner, et je pense
que si t'es d'accord, je vais absolument rien mettre pour aller voir ce film parce que Je suis d'accord. voilà. Hugo, Il y a mieux à faire au cinéma, je pense. Pareil, 0€, j'ai pas ri une seule fois, il y a rien à sauver, donc... moi je donne 10 centimes. 10 centimes, c'est pour la vanne de Christian Clavier qui se met sur le lit de son fils pendant qu'il est en train de ken. Ça m'a fait rire, je sais pas pourquoi. Cette situation absurde m'a fait rire. Ouais, pour voir ce que devient Christian Clavier, quoi, pour prendre des nouvelles à la limite, mais Oui, pas oui, plus parce- que 10 centimes alors. Parce que son précédent film, là, Et si j'étais un homme. Et faites-moi une petite reco pour oublier tout ça. Moi, j'ai envie de parler de ce que Christian Clavier a fait de bien dans sa carrière. Il y a beaucoup de choses, et notamment le film de Jean-Marie Poiret, Mes meilleurs copains, qui est sorti en 1989. C'était un peu il a été coécrit par Christian Clavier, d'ailleurs, qui est aussi scénariste souvent. Et c'était un peu une période de transition pour Christian Clavier parce qu'il en avait un peu fini avec Le Splendide, Les Bronzés, etc. Et il n'avait pas encore rencontré son wingman Jean Reno. C'était 1 an plus tard, ça. Et donc, entre-temps, ils ont fait ce film un peu de potes, donc où c'est une bande de potes qui se réunit pour se remémorer les souvenirs. Et la bande de potes est constituée de gens très bien, comme Jean-Pierre Bacry, Daroussin, Gérard Lanvin ou le regretté Philippe Corsand. Et pour moi, c'est vraiment un modèle de film de potes. Il y a l'écriture de Clavier et de Poiret qui est à la fois acerbe, mais qui rend ces personnages sympathiques. Et c'est ça qui manque au cinéma de Clavier en ce moment, c'est que ces personnages sont pas très sympathiques. Et c'est ça que j'aime chez Clavier. Donc, faut revoir Mes meilleurs copains Tu m'as tellement pris de de nostalgie. Jean-Marie Poiret. Et toi? Alors, moi, en fait, c'est plus un film de rencontre au sein du même foyer, en fait. Et donc moi, je voulais conseiller un film que je trouvais très sympa à l'époque, agréable à regarder. C'était Les femmes du 6e étage. Donc, c'était un film de Philippe Le Guay qui est sorti en 2010, donc avec Lucchini et Kiberlin. Et en gros, c'est dans les années 60, un couple bourgeois qui voit débarquer des femmes espagnoles qui vont en fait travailler pour eux, etc. Et je trouve qu'il y avait une légèreté et une façon d'aborder la rencontre de deux milieux, de deux milieux, de deux origines complètement opposées. Et je trouvais ça vraiment, enfin, je sais pas, sympa. Il y avait des moments drôles, etc. Et puis Lucchini et Kimerlin étaient vraiment, vraiment très, très bons dedans. Donc, je sais pas, en pensant à Bras ouverts, je me suis dit que voilà, Les femmes du 6e étage, c'est quelque chose d'assez apaisé, d'agréable à regarder. Voilà. Ouais, c'est une bonne édition pour un Lucchini, je trouve. Ouais. Et moi, écoute, on a parlé beaucoup de Borat, alors je peux pas ne pas parler de Borat. Et non seulement le film, mais aussi la série télé dont est issu Borat, avec des sketchs inédits. Enfin, c'est vraiment des sketchs. Et il y en a un où il est hilarant, il rentre dans un bar vraiment bien prolo de middle class américaine et il chante des chansons antisémites et tout le monde les reprend en refrain. Et il faut voir les réactions des gens parce que c'est vraiment un truc fait en caméra cachée. Et putain, ce mec est un génie de la comédie. Et voilà, Sacha Baron Cohen, toujours dans Borat, que ce soit le film ou la série. Merci à l'accueillant Jules à la technique. Pour nous retrouver, MDR, c'est sur iTunes et sur toutes les applis dédiées au podcast. Et puis aussi sur SoundCloud. Donc, merci de vous abonner, de laisser des commentaires, on l'espère, plus positifs que ceux qu'on a laissés sur À Bras Ouverts. Et aussi d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec Boule et Bill 2, le retour. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio à partager à volonté.